Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue dans la tribune des décideurs, l'occasion, vous le savez, de poser toutes vos questions en direct aux grands acteurs qui font l'économie de ce pays et au-delà. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Gérald Karsanti. Bonjour Monsieur Karsanti. Bonjour. Vous dirigez, vous êtes le PDG de Hewlett Packard en France. Hewlett Packard, c'est la filiale française donc, de ce géant américain. 6500 personnes y travaillent dans l'Hexagone. Vous avez étudié à Sciences Po, un doctorat en sciences économiques. Vous êtes passé auparavant chez IBM et Capgemini. Et en 2007, vous arrivez chez Hewlett Packard avant d'en prendre la direction il y a 3 ans. Vous allez fêter votre 3e anniversaire très prochainement. On va voir avec vous comment se passe le business de HP. Comment est-ce que vous redéfinissez un petit peu votre périmètre et comment est-ce que vous comptez rester la grande entreprise que vous êtes. On va parler aussi de vous à la fin parce que vous avez un parcours extra-professionnel aussi intéressant, mais on commence tout de suite par la première rubrique de cette émission qui concerne la marche du monde. On l'appelle « Commenter ». Et oui, parce qu'on cherche vos commentaires sur cette période qui est un petit peu peut-être paradoxale, avec une France qui se cherche, alors que le reste de l'Europe redémarre, et au-delà, sans doute les États-Unis, vous nous en direz un mot. Quelle est votre perception en tant que chef d'entreprise? Vous fournissez beaucoup d'entreprises, des grands comptes, des plus petites entreprises, plus petites PME. Quelle est votre analyse? Je pense que vous l'avez dit, on est dans une période un petit peu, on va dire, tendue en France. Où on cherche, je pense qu'on cherche notre modèle et on se pose des questions et on a raison de le faire. Je pense qu'il est temps de réformer parce qu'il y a des endroits où il faut absolument bouger vite. Maintenant, on a aussi des atouts, et des atouts importants. Donc, quelle est la situation? Je pense que... Est-ce qu'on ne se cache pas trop derrière ces atouts pour se dire, voilà, on a encore le temps, on a de beaux actifs finalement, et encore quelques minutes, Monsieur le Bourreau? Je pense qu'en fait, on ne les met pas souvent assez en avant, nos atouts, en l'occurrence. Mais lesquels, par contre, je pense qu'on a justement un enseignement de très haut niveau. Donc, que ce soit la Chine ou les États-Unis ou d'autres pays viennent nous prendre nos talents. On ne sait pas toujours les garder en France. On fait beaucoup d'innovations fondamentales, mais on ne sait pas toujours la transformer en innovation réelle, c'est en création d'entreprises. On a du mal à faire durer nos startups, elles ont du mal à passer le cap des 3 ans. Donc on est bon au départ, ouais. L'école, la formation, absolument. Le démarrage de création d'entreprise, et puis après, garder les cadres à haut potentiel, garder les entreprises qui grossissent, on a plus de mal? Je pense que ces dernières années, on a eu plus de mal. Maintenant, il y a une prise de conscience en ce moment. Très clairement, on en parlera aussi, le programme lancé par le gouvernement French Tech adresse en particulier ce problème. Donc c'est une bonne chose. Donc je pense que par contre, il y a d'autres points qu'il faut rapidement transformer. Mais alors de façon plus terre à terre, est-ce que vous voyez votre chiffre d'affaires stagner, régresser ou progresser? Est-ce qu'on vous souhaite en France, votre business? Alors nous comme je le dis souvent, on observe que le marché en fait est très dynamique dans le domaine informatique et en particulier dans celui où nous sommes nous, parce qu'on est très équilibré. On est à la fois dans le monde de l'utilisateur, donc PC, imprimante, mobilité, le monde de l'entreprise, et on voit que le marché est assez dynamique au fond. Quel segment marche le mieux? Notre chiffre d'affaires progresse, ça c'est indiscutable, et on est rentré dans les 5 pays les plus performants, à l'intérieur d'HP, les 5 pays les plus performants au monde. Qu'est-ce qui progresse le plus? Tout ce qui est serveur, parce que les clients lancent de nouvelles applications, ils veulent aller très vite, ils font des acquisitions, ils veulent être très réactifs. Le stockage, parce que l'explosion des données, indiscutablement. Et l'activité PC, qui marche très très bien, puisque au monde, HP a une part de marché qui est aussi entre 15 et 17%, 26% en France, donc on est très bien placé. Les imprimantes marchent plutôt pas mal, le logiciel aussi. Je dirais que là où c'est un peu plus tendu actuellement, c'est sur les services, même si on signe de très beaux projets. Globalement, le marché français est un marché qui est un peu tendu sur les services, donc on le ressent un petit peu. Mais disons qu'on n'a pas la même croissance, mais globalement, le chiffre d'affaires est plutôt satisfaisant. Robert. Pour en revenir à une question d'actualité, et pour éclairer ce que vous êtes en train de dire qui concerne quand même un secteur, j'allais dire, de pointe, le conflit aujourd'hui à la SNCF. Comment vous l'analysez? Est-ce qu'on a mal engagé une mauvaise réforme donc, qui se heurte
plus vous connaissez bien les questions de management. Est-ce qu'on a mal enclenché cette réforme? Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde? Comment vous voyez ce problème qui touche quand même des milliers et des milliers d'entreprises et de personnes? Je pense que la SNCF, c'est de mon point de vue, franchement et très sincèrement, pour connaître, j'ai eu la chance de rencontrer Guillaume Pépi, je connais le management aussi, quelques dirigeants de la SNCF, je pense qu'ils ont fait ces dernières années, comme d'autres entreprises, je pense à EDF ou Orange, ils ont fait une transformation fabuleuse. Quand on regarde le niveau de service qu'il y a dans les trains aujourd'hui et qu'on le compare à ce qu'il y avait il y a quelques années, je pense que la SNCF a fait une transformation massive et extrêmement intéressante. Maintenant, le problème, c'est que voilà, il y a beaucoup de personnes à satisfaire. Et puis, voilà. Mais comment, est-ce que la réforme a été menée correctement ou pas? Je pense qu'il est urgent d'entamer le débat en profondeur et de le régler. Et la raison est simple, c'est que bien que la grève soit un droit, et il faut justement en être content, parce que c'est ça une démocratie, je pense qu'il faut se méfier maintenant de ces images qu'on projette à l'extérieur. Donc une grève, je ne suis pas forcément, voilà, je ne vais pas dire qu'il faut être contre les grèves, de toute façon on n'est pas être jusqu'au boutiste, mais il faut quand même être très prudent sur la longueur de la grève et son ampleur. Je pense que quand on a un problème, il faut le mettre sur la table et le régler rapidement, parce qu'après ça donne une image qui n'est pas celle qu'on veut donner actuellement. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le challenge pour nous tous, c'est d'attirer l'investissement. Et l'investissement, il vient de l'extérieur de la France pour une bonne partie. Donc il faut que les investisseurs potentiels aient une bonne image de ce que nous sommes. Qu'ils puissent prendre le train. Vous pensez que nous avons de bonnes infrastructures en France? Excellente. Je pense qu'il faut se dire que ce soit la SNCF ou de façon générale l'ensemble des infrastructures, il y a de la modernisation à faire, mais quand on se compare à ce qui existe dans d'autres pays européens et en particulier aux États-Unis, où j'ai vécu, je peux vous garantir que l'infrastructure en France est très bonne. C'est un atout d'ailleurs, je pense. Un mot des États-Unis, comment ça se passe là-bas? On dit beaucoup que ça repart. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, votre perception? On peut dire que d'abord, il faut quand même voir que depuis des années, les Américains aident l'économie de façon considérable. Ils ont injecté des centaines de milliards de dollars dans l'économie. La Fed est à l'écoute du marché et fait ce qu'il faut pour soutenir l'économie. Donc les résultats sont là. Alors maintenant, ils sont passés par des crises épouvantables. On se souvient des subprimes, mais il y a aussi la crise ça a entraîné une crise dans l'immobilier. Alors maintenant, on en est où? Donc je pense qu'ils sont en train de progressivement de sortir de cette crise, même si toutes les 15 jours, on a un indicateur qui fait un peu tressaillir les marchés. Mais la réalité, c'est qu'on voit que progressivement, on est en train de sortir de la crise. Et c'est en grande partie lié, je pense, à l'innovation et au dynamisme de la création d'entreprises. C'est ce qu'il faut qu'on ait en France également. Et avoir cette culture. Pour en revenir à un autre géant mondial qui est la Chine, un marché que vous connaissez par la force des choses, actuellement, sa croissance est en train de ralentir. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que c'est un changement dans la structure de leur activité? Je pense qu'ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un pays qui a un potentiel énorme. Il faut voir qu'en matière économique, vous savez, l'économie se mesure aussi par le nombre de personnes qui y vivent, la population, la richesse nationale, et puis après les atouts propres au pays. La Chine est un pays de commerçants, ils sont très bons dans tout ce qui est commerce. Donc c'est un pays très dynamique, qui est en phase de développement, et comme tous les pays qui sont en phase de très fort développement, les fameux BRICS, eh bien ils vont connaître des hauts, des bas, des ralentissements, des accélérations. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse inquiétude à avoir de ce point de vue-là. On a besoin de la Chine comme débouché. La Chine a besoin de l'Europe, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et je pense qu'on verra globalement, ils vont continuer leur développement. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, la vie un peu plus intime de votre entreprise, Hewlett Packard, HP, on dit maintenant. C'est la deuxième rubrique qui s'appelle « Partager ». On va partager avec vous la vie de HP. Alors, vous le disiez, Monsieur Garsanti, l'économie américaine repart. Pour autant, Meg Whitman, votre patronne, annonce encore 16 000 suppressions de postes chez HP au niveau mondial. Comment est-ce qu'on explique ce décalage? Alors, Meg Whitman a eu le courage de dire il y a quelques années, il y a 3 ans, quand elle a pris les rênes d'HP au niveau mondial, qu'elle ne voulait pas rentrer dans, vous savez, le temps de l'entreprise n'est pas le temps boursier.
Et elle a dit, moi je veux transformer HP sur une période de long terme, et elle a donné un plan sur 5 ans. Et à l'époque, elle avait déjà donné une vision de ce que ça allait donner en matière de restructuration. L'annonce des 11 à 16 000 supplémentaires n'est pas une grande nouveauté pour les marchés, c'est quelque chose qu'elle avait pré-annoncé déjà. Donc c'est le chemin qui est en train de se faire pour transformer HP. C'est quoi la vision alors de Meg Whitman et la vôtre? La vision de Meg Whitman et la mienne d'ailleurs, il se trouve qu'on en parle avec tous les patrons de pays, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de se transformer en profondeur. L'Internet a explosé à la fin des années 90 et dans les années 2000. Mais en fait, comme toute nouvelle technologie, il y a la phase de maturité. Il faut la diffusion d'abord, et puis ensuite la phase de maturité. Et là, on y est. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grandes ruptures avant, il y en a eu, mais ça va s'accélérer. Moi, je rencontre tous les jours de jeunes créateurs d'entreprises, ou de moins jeunes du reste, qui ont des idées, et ils sont en train de créer des ruptures. C'est-à-dire qu'ils sont en train de prendre un métier, une filière, et en train de dire, mais pourquoi on ne la remettrait pas à l'envers pour voir les choses totalement différemment. Alors c'est vrai que pour les entreprises, pour les entreprises qui sont installées, on a deux façons de le faire. Soit on attend et puis on va se prendre un mur ou un peu le bouillon. Soit on en profite pour se dire, c'est très excitant, c'est très dynamisant et il faut revoir nos fondamentaux, notre méthode de management, la façon dont on approche les marchés, les accès au marché. La façon de commercialiser, tout est à revoir et c'est ce que nous faisons. Vous mettez quand même pas un mode start-up, tout à fait. Bien, vous savez qu'il y a beaucoup de réflexions actuellement qui sont parties des universités américaines où c'est comment on peut instiller à l'intérieur, de mettre à l'intérieur des entreprises, des grands groupes, une logique un peu de fonctionnement à la start-up. Je pense qu'il va y avoir un juste milieu parce qu'un grand groupe restera un grand groupe et ça ne se manage pas comme une start-up, mais il y a du bon quand même à prendre quelques recettes qui viennent de ce monde qui est en plein boom et qui est en pleine émergence. Alors vous le savez, c'est une émission pendant laquelle les internautes posent leurs questions en direct. Cyril vous demande quelle position compte prendre HP sur le marché de l'impression 3D. C'est vrai que vous êtes très connu pour les imprimantes. Bien sûr. Est-ce que ça c'est un relais de croissance que vous voulez embrasser? Bien sûr. C'est un marché extrêmement important pour HP puisqu'on est le numéro 1 mondial au niveau des systèmes d'impression. Le 3D est évidemment un axe de développement. Meg Whitman l'a annoncé justement à nouveau à notre événement mondial de Discover ce mois de juin aux États-Unis. Mais Meg Whitman fait une nuance. En fait, faire du 3D pour du 3D, au fond, c'est important parce que la recherche fondamentale est importante, mais c'est l'application qui compte. On fait quoi du 3D? Donc Meg a lancé un certain nombre de chantiers pour adapter les innovations 3D chez HP au monde de l'industrie. Par exemple, on fait quoi avec le 3D dans le domaine de la santé? On fait quoi Ce ne sera pas les mêmes imprimantes dans la santé, dans l'enseignement Non seulement ce ne sera pas forcément les mêmes solutions, mais ce ne sera pas les mêmes partenaires, ce ne sera pas les mêmes associations avec les mêmes laboratoires de recherche avec qui on peut travailler, tout va changer. Mais il y a la santé, la ville, demain, ça peut changer quoi en matière de Smart City? Ça peut changer quoi dans le domaine de la télécommunication, des réseaux, parce que c'est en train de se bouleverser, de la fabrication, dans les usines. Voilà, des révolutions sont en train de se faire. Le 3D va jouer un rôle majeur. Robert. Alors, évidemment, vous voulez aller de l'avant sur toutes ces nouveaux débouchés qui sont en train d'apparaître, mais en même temps, vous avez une structure de groupe avec la particularité de couvrir tous les métiers, puisque vous continuez à faire des imprimantes, mais aussi des ordinateurs, vous avez des ambitions dans le cloud. Comment peut-on, est-ce qu'il n'y a pas un risque de courir plusieurs lièvres à la fois? On est la seule entreprise à avoir ce bout en bout, mais ça nous donne un avantage et en même temps un labeur derrière. L'avantage, c'est qu'on est les seuls à pouvoir gérer le flux d'informations dans sa globalité. C'est-à-dire que quand on parle à des utilisateurs, on comprend ce qu'ils font et ce qu'ils veulent surtout. Quand on parle aux entreprises, on comprend ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Et on sait aussi que le réseau entre les deux est super important puisqu'il faut transférer l'information le plus vite possible, de façon la plus sécurisée possible entre les deux. On est le seul à faire ça, ce bout en bout. Donc c'est un avantage considérable pour nous. Par contre, le problème, c'est qu'il faut marier à l'intérieur d'HP des business models qui sont très différents les uns des autres. Et bon, les résultats montrent qu'on y arrive bien.
Mais cette difficulté est largement dépassée par le bénéfice qu'on en tire. Parce que c'est une question qui revient. Grison, un autre internaute, vous demande, face à la baisse de ses ventes PC et ses résultats parfois plombés par ces activités-là, HP compte-t-il abandonner certaines de ses activités dans les années à venir? C'est vrai que c'est une vraie question. IBM a vendu son activité PC au chinois Lenovo. J'imagine qu'il y a une réflexion chez vous en permanence. Est-ce qu'on garde ce business ou pas? D'abord, à plusieurs années, je ne sais pas ce qui se passera. Vous savez, les entreprises, qui auraient pu prédire ce qui se passerait justement chez notre concurrent il y a quelques années? Personne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est fermement ancré dans un modèle bout en bout. Contrairement à ce qui est dit là, l'activité PC n'a jamais aussi bien fonctionné. Le dernier trimestre, HP a annoncé des résultats sur sa division PC et imprimante du reste qui sont très bons, donc avec une bonne profitabilité. Donc l'activité marche bien. C'est en grande partie dû... On peut gagner de l'argent encore avec les PC parce qu'on a vu les problèmes de Dell aussi. Sur les PC, on fait entre 3 et 4% d'operating profit, de profit opérationnel rapporté aux revenus. C'est la meilleure profitabilité du marché, donc c'est lié à l'innovation. Hein. Meg Whitman, quand elle a pris les rênes, elle a dit on va remettre le paquet sur l'innovation, que ce soit dans les PC, les imprimantes et l'entreprise, le cloud, le big data, etc. Guillaume vous demande, HP est aussi une société de services. Est-ce que vous pensez investir suffisamment dans ce domaine quand on voit, dit-il, les investissements publicitaires d'un de vos concurrents, en l'occurrence Accenture? Est-ce que vous êtes assez présent? Est-ce que dans l'image, peut-être, des chefs d'entreprise ou du public, vous êtes assez présent dans les services? Alors, on est le numéro 2 mondial des services. On a racheté EDS il y a quelques années maintenant, c'était en 2008. EDS qui, à l'époque, qui est l'entreprise de transformation des systèmes d'information et d'infogérance. Donc, ils sont venus gonfler nos activités de services que nous avions déjà chez HP. Donc, on est très présent dans les services et on est, là encore, dans une logique de bout en bout. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le conseil, dans la transformation, dans l'infogérance, dans le support maintenance, on est sur tous les métiers des services. Alors maintenant, est-ce qu'on est assez connu dans les services? Je pense que nos clients le savent, puisqu'on a des activités qui marchent bien. Maintenant, vous savez, ce qui compte au fond, c'est plus ce que les clients veulent faire de leur système d'information. Donc ce qui compte, en fait, c'est à la fois l'usage qu'ils font des technologies, et puis cette logique de cloud où on va vers des logiques de services, on va vers des catalogues de services. Et ça entraîne systématiquement une activité de logiciel et de services, systématiquement. Il y a un problème récurrent sur ces aspects de cloud, notamment pour les entreprises, c'est la sécurité. Ouais. Comment peut-on garantir la sécurité des données à une entreprise? Alors, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, le premier chantier a été de mettre de la flexibilité dans les systèmes d'information avec des outils extrêmement performants, puis de mettre en place des catalogues, parce que le catalogue, c'est la clé de voûte d'un cloud. Hein. C'est quand vous pouvez proposer à un client des services plutôt que finalement de l'informatique traditionnelle. Un service très adapté. Très adapté, ciblé sur des besoins très liés au métier du client. Mais ensuite vient vite le problème de l'explosion des données et de la sécurité des données. Donc, comment faut-il faire? C'est un sujet super important et qu'on ne peut pas traiter comme ça en disant qu'on a quelques solutions. On a des méthodologies qui permettent à HP de descendre dans le détail, que ce soit une PME, PMI, une très petite entreprise ou un grand groupe multinational. Et on regarde dans le détail comment on peut sécuriser la donnée et comment on peut assurer la souveraineté des données aussi. Parce que ce sont deux choses très différentes. Et nous avons les deux en tête en permanence parce que c'est des sujets auxquels les clients sont très sensibles. Bien entendu, ils ont raison du reste. D'ailleurs, il y a une autre question qui rebondit sur cette question de Robert. Antoine demande, n'allons-nous pas vers trop de cloud SAS et avec en toile de fond le débat de la localisation en France ou à l'extérieur? Alors, nous, on est très sensible à la localisation des données, on comprend ce débat, c'est important. Donc on a 2 data centers, on a préféré les mettre en France, donc on a 2 data centers en France, l'un à Grenoble, l'autre à l'île d'Abo à côté de Lyon, entre Lyon et Grenoble. Ils sont éloignés de quelques dizaines de kilomètres, de façon à servir un peu de backup l'un à l'autre. C'est d'immenses data centers qui sont en dernière génération, sécurité maximum, 4, reconnaissance rétinienne, digitale, etc. Donc on est vraiment dans les data centers ultra modernes. Est-ce qu'on va vers trop finalement de cloud? Est-ce qu'on va à 100%? Le but, c'est d'aller à 100% de Non, cloud? parce que ça ne sera, vous savez, les ruptures ne se font jamais comme ça. Mais la réalité, c'est que demain, on fournira l'énergie informatique comme on fournit l'énergie électrique, même chez vous. C'est la grande vision des informaticiens. Mais parce qu'on le fait déjà dans l'entreprise aujourd'hui. On a, dans nos data centers, on fournit des catalogues de services et de l'informatique à la demande. Et le client est facturé en fonction de ce qu'il consomme. Mais on va le faire demain, ça arrivera chez nous.
C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une informatique… On aura un compteur aussi qui sera relevé. Oui, bien sûr, et on sait déjà le faire. La question, c'est que c'est le modèle de demain. Il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas vers une logique de service. Fondamentalement, à part quand on est très tourné sur la techno, et j'en vends, donc je suis très concerné par ça, on veut d'abord et avant toute chose se préoccuper de l'application. Ça sert à quoi l'informatique? Allez, dernière rubrique, une rubrique un peu plus personnelle, c'est votre rubrique « J'aime ». Alors Gérald Kersanti, on va essayer de découvrir qui vous êtes en dehors du travail. Qu'est-ce que vous aimez? On sait que vous aimez notamment l'enseignement. Vous êtes prof affilié à HEC. Ouais, qu'est-ce que vous enseignez? J'enseigne depuis 10 ans. J'enseigne en tant que professeur affilié, effectivement, le leadership et la transformation des entreprises. Et ça, c'est une matière qui a évolué depuis 10 ans? Ouais. En fait, énormément. Bon, évidemment, comme ça fait pas mal de temps que j'enseigne, sur le plan théorique, les modèles ont beaucoup évolué. Et puis après, l'avantage que je peux offrir éventuellement, c'est d'associer à la fois la théorie et la pratique, puisque on le met en pratique tous les jours. Je le mets en pratique tous les jours. J'essaye de le mettre en pratique tous les jours dans ma vie. Parce que gérer 6000 personnes, j'imagine qu'entre le professeur un peu théorique au départ et puis se retrouver vraiment aux manettes, ça doit. Mais c'est ça qui est très excitant, parce que quand on est, ça permet de finalement enseigner, permet de garder un contact avec les jeunes. Donc ça, c'est génial. Permet de garder un contact avec les nouvelles recherches, parce qu'on est à la pointe de ce qui se fait. Et puis en même temps, quand on est en entreprise, on est dans le pragmatisme. Moi, quand je suis dans l'entreprise, on est vraiment dans l'action. On rencontre des clients, on discute, on élabore avec les collaborateurs des solutions pour nos clients. Et puis, de temps en temps, ça fait du bien de prendre un peu de recul et de se dire, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Par exemple, j'ai un exemple concret, c'est en enseignant et en discutant avec des étudiants ou des cadres qui sont de passage à HEC que j'ai découvert que ces méthodes de management on va dire, de la nouvelle génération, mode start-up, on va dire, et la façon finalement de créer des ruptures, y compris dans l'accompagnement au niveau du leadership. Et ça, c'est super intéressant. Mais il consiste en quoi? C'est un management beaucoup plus à l'horizontale, qui responsabilise davantage les gens, beaucoup plus ouvert? Il ne faut pas tomber dans l'excès, là encore, je ne le ferai pas. On ne peut pas passer on peut pas mettre HP ou Renault ou des grandes entreprises comme ça dans un mode start-up, ça serait ridicule. Mais on peut par contre se dire finalement, il y a des méthodes qui sont utilisées dans les start-up qu'on peut appliquer dans les grands groupes. Diminuer les meetings, faire des meetings plus efficaces sans outils, comme ça les gens sont à 100% dans les meetings, accéder au réseau pour partager l'information, mettre en avant la créativité comme facteur de différenciation. Aujourd'hui, on regarde parfois des critères de performance, alors que les vrais critères, c'est la créativité. C'est ce que les gens peuvent apporter pour faire des ruptures. Mais la rupture peut être dans l'innovation technologique à laquelle on pense, le serveur, etc., chez nous, HP, mais ça peut être aussi dans le modèle d'organisation, dans le fait simplement de dire, il faut abandonner ça. Ça, c'est stupide, on fait ça depuis 2 ans, ça ne sert à rien et ça consomme de l'énergie. On voit une révolution aussi dans le monde de l'enseignement. Aucun secteur n'est épargné, avec les fameux MOOC qui permettent d'apprendre à distance, notamment via la vidéo. Est-ce que vous sentez que ça change aussi votre façon de faire? Énormément, mais je disais tout à l'heure que tous les métiers vont changer. On va avoir des ruptures partout. L'enseignement en fait partie. La façon, vous voyez, aux États-Unis par exemple, les profs, quand ils rentrent en amphi, ils ne rentrent pas pour faire un cours. Le cours est déjà sur les tablettes téléchargées, les étudiants l'ont déjà vu, normalement. Ils ont regardé, ils ont même posté leurs questions, un peu comme vos internautes en ce moment, et ils veulent finalement approfondir des questions. Et donc le prof va sans doute faire une synthèse, j'ai eu l'occasion de voir ça, font une synthèse en amont, puis après très vite ils rentrent dans un mode d'approfondissement. C'est une autre façon d'enseigner. Par ailleurs, avec les nouvelles technologies, eh bien, on va voir l'enseignement se faire à distance de plus en plus. Alors c'était un peu rébarbatif, on va dire, il y a quelques années. Et puis maintenant, avec les nouvelles technologies, ça devient beaucoup plus amusant. Tout le monde pourra faire HEC, en fait. Ouais, je ne sais pas si on ira jusqu'à là, parce que rien ne remplace quand même le contact entre étudiants, il faut un mix des deux. Mais on va aller vers des modèles qui vont justement bouger. Vos étudiants, ils veulent encore travailler dans des grands groupes? Vous avez le sentiment que ça les attire encore? Oui. Bien sûr, parce que regardez comment les groupes se transforment. Je citais tout à l'heure des groupes français pour ne pas citer uniquement HP. Moi, je suis stupéfait par la transformation d'entreprises comme EDF, GDF, Orange, SNCF. C'est des entreprises qui se transforment et qui vont vite. Et d'ailleurs, ils ont eu raison parce que la compétition est là.
Et dans certains secteurs, comme on était dans des secteurs protégés, elle attend à la porte. Donc, mais je trouve que ça va vite, moi. Est-ce que, vous qui êtes un théoricien du management, quand ces grands groupes font ces mutations, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont des difficultés à suivre? On a vu qu'il y a eu cette vague de suicides allemands, donc il y a des gens qui ont des difficultés à s'adapter à ces changements, ou qui sont un peu les laissés pour compte de... Qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est-à-dire que le problème, c'est que là, on a un cumul de deux choses, des ruptures d'entreprise et une rupture technologique. La chance, c'est que pour une fois, la technologie est devenue tellement flexible qu'elle permet vraiment d'accompagner les ruptures d'entreprise. Par contre, ça crée du stress, parce que tous les collaborateurs, tous les salariés qui étaient habitués à travailler dans un certain modèle, avec certains outils, c'est compliqué quand on a dans sa vie à changer complètement de façon de travailler. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on va changer de méthode de travail et probablement de métier plusieurs fois dans sa carrière. Donc les jeunes, ils partent avec ça dans la tête. On a des enfants qui sont soit au bac, soit un petit peu au-delà. Ils ont grandi avec cette idée que voilà, ça va changer plusieurs fois. Les générations qui suivent, alors là, ce sera carrément à leur naissance. Mais la réalité, c'est que même les plus anciens, dont on fait partie, eh bien, il va falloir qu'on s'habitue à bouger, à changer. Et ça, je reconnais que c'est... Alors, comment on le fait? Là, je peux vous donner l'expérience d'HP. On a mis des lignes de support psychologique pour accompagner les collaborateurs qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec les outils, avec les méthodes de management qui évoluent, du coaching, du mentoring, ça c'est très efficace, de la formation. On a une université HP à l'intérieur d'HP dont les cours sont faits par des collaborateurs HP, mais aussi à l'extérieur. Il y a un internaute qui rebondit sur la restructuration d'HP en France. Ça avance bien? Oui. Alors chez HP en France, on a fait un choix qui est de dire que plutôt que de continuer à avoir, on va dire, des plans sociaux traditionnels comme on en avait il y a quelques années, depuis 3 ans, on a opté plutôt pour de la transformation de poste. Donc on vient, ça c'est tout frais, on vient d'avoir nos syndicats, dans leur vaste majorité, 70%, nous ont suivis dans la signature d'une GPEC, donc gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. C'est super parce que ça va nous permettre de faire une chose, de transformer HP en déplaçant les compétences des secteurs qui n'ont pas de croissance ou qui sont à faible valeur ajoutée vers ceux qui ont de la croissance et qui sont à forte valeur ajoutée, comme le cloud, le big data, la mobilité. Donc ça, c'est super. Et c'est plutôt le modèle qu'on a choisi pour transformer HP France. Allez, un dernier thème pour finir cette émission. On a parlé des têtes bien faites que vous aidez et contribuez à former. On dit corpore sana in mens, non, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Vous êtes un adepte du sport. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Moi j'adore le sport, mais j'ai toujours fait du sport. Quel sport? La Coupe du Monde, le foot? Voilà, quand j'étais plus jeune, je faisais du rugby et aussi des arts martiaux, mais j'ai surtout fait du rugby. Vous jouez quel poste? Centre? Je peux pas, j'avais pas le choix. J'ai joué demi de mêlée, mais j'ai adoré ce sport. Je l'adore toujours. Sport collectif. Puis j'ai une passion pour ce sport parce que je trouve qu'il transporte des valeurs absolument phénoménales. Sur le terrain, passé un certain âge, on a du mal à rester sur un terrain de rugby. Maintenant, vous faites quoi alors? Il y a quelques années encore, pas si longtemps, je jouais en corpo, mais il faut reconnaître quand même que c'est un peu rude. Donc oui. Alors après, on supporte les équipes, on est sur le stade, on emmène des clients voir de beaux matchs et on vibre. C'est l'autre côté du sport, les bons côtés. Bon, merci en tout cas, Gérald Kersanti, de nous avoir rendu visite. Merci Robert pour ces questions. Merci à vous tous de votre fidélité et puis de toutes vos questions. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.